Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Nous avons l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Dr Tawfiq Aklimandos. Dr Tawfiq Aklimandos, directeur du département études européens au Centre égyptien d'études stratégiques. Merci beaucoup, Dr Aklimandos, d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur pour nous. Nous souhaitons évoquer avec vous le sujet du conflit ukrainien et le monde arabe. Merci beaucoup. D'abord, l'honneur est pour moi. Je ne mérite pas tant de considération. Je vais en profiter, mais je suis très heureux d'être avec vous. Je dois d'abord préciser d'où je parle et un peu le sujet. Je travaille dans un think tank qui est en fait le think tank de la présidence. Je gère plutôt les affaires européennes, mais j'ai donc sur certains points un devoir de réserve que je vais m'efforcer de violer de temps en temps, mais pas sur tout. D'autre part, il est évident que je ne peux pas parler pour tout le monde arabe. Je connais plutôt la configuration, puis on entrera dans des choses, mais d'où je parle, je connais je connais plus ou moins la configuration des think tanks égyptiens et golfiques. Je connais bien El Ahram et un autre journal, deux autres journaux en fait. Donc, on peut dire que je sais quels sont les débats qui ont lieu soit dans les think tanks, soit dans les médias. J'ai des étudiants à l'université qui peuvent me donner un accès à ce que pense la jeunesse des classes moyennes supérieures ou moyennes. Et j'ai une page Facebook où il y a à peu près, en fait, j'ai deux pages Facebook. Ensemble, il doit y avoir 7500, un plus même, 8500 followers ou amis, dont 1000 Européens. Donc, et probablement que sur ces 6500, je dois parler régulièrement ou épisodiquement à 200-300 personnes qui ne sont pas d'accord avec moi. Et donc, je vois à peu près les débats. Il y a évidemment après les discussions avec les commerçants, la petite bourgeoisie, comment vous dire, les épiciers, les coiffeurs, le personnel de la pharmacie. Vous m'excusez, il n'y a pas de sondage d'opinion possible. Et quand il y a par hasard un sondage d'opinion possible, j'ai de forts doutes sur le fait, comme ce sont des sondages qui couvrent toute la région, j'ai fort doute que les questions soient appropriées. Après, peut-être que c'est une manière de justifier mon ignorance. Il faut aussi voir que je vais de temps en temps dans des talk-shows, assez souvent quand même pour me faire une idée, mais que par contre, et c'est un manque, je lis très épisodiquement la presse arabe. Je n'ai plus le temps, parce que je travaille fondamentalement sur les questions européennes, dont la guerre sur l'Ukraine. Je n'ai plus le temps de lire la presse arabe. Par contre, j'ai accès à des cercles dirigeants, soit d'Égypte, soit d'un autre pays important du Golfe, et je sais qu'est-ce qui s'y dit. Après, les deux pays que je connais le mieux, dont je ne pense pas connaître mon pays, les deux pays où je connais le plus de monde et où j'ai le plus de discussions, sont des pays qui ont en commun d'être sunnites et sont des pays qui ont en commun de ne pas avoir subi de guerre civile. Ils sont peut-être passés à côté dans le cas de mon pays, mais il n'y a pas eu de guerre civile. Je ne suis pas sûr que j'ai la qualité me permettant, ou ils n'ont pas été occupés récemment, je n'ai pas la qualité me permettant de parler au nom des Palestiniens ou au nom des Syriens, par exemple au nom des Libanais. Pour nous, la guerre civile est un péril qu'on a réussi à conjurer, mais c'est un péril, je ne peux pas dire abstrait, parce qu'on est passé très près d'à côté, mais on ne l'a pas subi, on n'a pas subi les retombées. Voilà où j'en suis. Donc, je vous rapporte des débats ou des discussions ou mes impressions de ce qui se dit dans le monde arabe. Et j'ai peut-être tout à fait tort, je suis peut-être tout à fait à côté de la plaque. Je n'ai pas la prétention de connaître mon pays. Je fais de mon mieux et ça fait 40 ans que je fais de mon mieux. Un
peu plus même. Donc peut-être que j'ai fini, peut-être que je ne suis pas très loin de la vérité. Voilà comment je vois, en caricaturant un peu, c'est important, où en est politiquement la région. Le discours sur les États-Unis, le discours sur l'Ukraine, le discours sur Poutine et aussi un discours sur soi. Pour moi, la région ou les pays que je connais, il y a un affrontement quelquefois intellectuel, quelquefois répressif, très violent entre deux conceptions du monde. Alors, une est celle de musulmans croyants, dévots ou croyants normaux, mais croyants, en général conservateurs, mais pas tous, et qui pensent que on ne peut pas être, j'exagère un peu, je caricature, on essaiera d'affiner si on a le temps, on ne peut pas être bon musulman si on n'aime pas son pays. Et si c'est un projet d'État-nation, pas laïque, mais musulman. Et vous avez un autre projet qui a, je suis enclin à dire, à cacher son jeu, mais qui, disons, a montré un visage différent de celui qu'il montrait avant, qui est le projet islamiste, ou les divers projets islamistes, qui, au pouvoir, ont donné l'impression, que je pense justifier, mais on pourra débattre, que pour eux, c'était des mouvements transnationaux qui étaient plus facilement solidaires des autres mouvements islamistes que du reste de la population locale, et qui voulait un projet de restauration du califat et qu'il interprétait comme un rôle pour la Turquie. Et en général, je pense qu'il n'y a pas dans le cas concret, il n'y a pas de tension il ne devrait pas avoir de tension entre l'Égypte et la Turquie, mais là, il y en a, à cause du gaz, à cause de la Libye, etc., etc. C'est-à-dire, les frères musulmans égyptiens, c'est peut-être extrêmement, je vais le dire de la manière la plus neutre, mais vous savez que je suis peut-être de l'appareil d'État, ont une conception de l'intérêt national de l'Égypte qui a été perçue comme contraire à la conception d'abord de l'appareil d'État et de beaucoup de secteurs de la population. Et il y a eu aussi, que je ne vous dise pas de bêtises, un rapport à la charia et à la liberté. La liberté, j'y reviendrai. Mais il y avait une demande de liberté, mais qui est une demande ambivalente. Et le rapport à la charia est ambivalent. Je vais m'expliquer en donnant un exemple catholique, puisque je suis catholique et pour mieux aider un public dont je ne sais pas s'il est musulman ou s'il est catholique à voir la chose et pour qu'on ne m'accuse pas d'islamophobie. De tout. D'accord, mais je vais dire, dans un exemple catholique, j'ai 64 ans, je suis célibataire. Non, j'ai eu des histoires d'amour. Après, de là à vous dire que je vais dire que la religion catholique a tort de penser que l'adultère est haram, je ne vais pas vous le dire, je ne le pense pas. Il y a une contradiction entre les deux. Si vous voulez, quand vous appelez à voter, une grande partie de l'électorat, et en tout cas la plupart, vous ne pouvez pas attendre d'un musulman croyant égyptien, vous ne pouvez pas, ou saoudien, enfin, j'ai donné le nom du pays dont je n'aurais pas voulu, de vous dire que, comment vous dire, que la charia ne compte pas. Mais de là à l'appliquer avec toutes les restrictions que ça peut entraîner, je vais vous donner un exemple que j'ai vu extrêmement bête. Il y a un problème. D'autant plus que les gens ont manqué de doigté. Je vais prendre un exemple bête. Un monsieur que je connais qui est un islamiste, ou qui a culturellement beaucoup plus d'affinés avec les islamistes qu'avec le projet national. Il ne boit pas d'alcool, il a une barbe, il fait ses prières, il est pour le rétablissement du califat. Tous les marqueurs que vous voulez, il est islamiste. Il a voulu marier sa fille, et dans ses connaissances, il y avait des non-musulmans ou des musulmans plus cool sur l'alcool. Le jour du mariage de sa fille, il a fait venir une danseuse et il a fait servir de l'alcool
je n'en ai pas pris, je vous rassure, je ne sais pas de l'alcool dont je parle, et des joints. C'est une demande égyptienne. Eh bien, les islamistes qu'il avait invités ont appelé un groupe de jeunes islamistes qui sont venus, qui l'ont détruit la fête, qui ont tout saccagé. Il y a eu un problème, il y a un problème au niveau, oui, je crois que la charia est supérieure aux lois humaines et qu'elle devrait régir, mais je ne veux pas, je veux que l'application soit très souple. Ça, je crois que les islamistes l'ont raté. À part le fait qu'ils ont raté le fait national égyptien, je peux me cacher derrière ma collègue Sarah Benefi, ça qui pourra vous dire c'est la même chose. Que l'Égypte, on doit appliquer la charia, déjà c'est ambivalent, mais les gens vous diront oui, en le pensant à 100%, en le pensant à 80%, en le pensant, mais que le Hamas, les intérêts du Hamas ou les intérêts de la Turquie, pas seulement les intérêts de l'Égypte, ça a eu un refus massif que les islamistes n'ont pas vu. Alors, il y a des forces séculaires, sécularistes, laïques, je ne sais pas quel mot qu'il faut employer, pour un État civil, pour traduire la terminologie en cours. Il y a des forces civiles dans ce pays, mais ce sont dans ces pays, mais ce sont des forces civiles d'appoint. C'est-à-dire, elles aident un des deux projets. Ce que je peux dire, et j'essaie d'être objectif, c'est que le projet islamiste a été refusé dans sa matérialisation de 2012-2013 en Égypte. Ça ne veut pas dire que le projet d'État-nation auquel j'adhère repose sur des bases solides. Mon opinion personnelle, et peut-être que j'ai tout faux, qu'en fait, la population égyptienne aimerait ne pas choisir. Vivre avec les deux projets en même temps, et plutôt du côté État-nation, puisque l'autre est plus menaçant. Mais en fait, elle n'aimerait pas choisir. Donc, je ne suis pas en train de dire on a gagné, je ne le pense pas. En plus, il faut voir que la jeunesse égyptienne, ça compte, c'est beaucoup de monde, et que le nombre de jeunes qui n'ont pas vécu 2011 ou 2012, donc qui n'ont pas une sorte d'immunité qui ne durera pas éternellement contre le mouvement islamiste, sont très nombreux. Les mouvements islamistes parlent aux jeunes. Mais je ne vais pas faire un topo, et c'est un discours transclasse. Pardon, mais c'était pour situer là la position générale, et évidemment, ça demande beaucoup de fine-tuning, c'est-à-dire c'est à grand trait, trop grand trait. Où ça nous mène tout cela pour le moment, il faut voir que pour la plupart des pays que je connais, mais je sais qu'il y en a d'autres, ces pays sont gouvernés par des élites anti-islamistes et sont gouvernés par des gens qui caressent ou qui veulent construire ou consolider, ça dépend des situations, un État-nation. La famille régnante ou les membres dirigeants de la famille régnante d'Arabie saoudite sont dans un projet d'État-nation saoudien dont on peut penser qu'il est artificiel, imposé, brutal, tout ce que vous voulez. Mais il reste que c'est leur projet, qu'ils ont une base sociale. Il y a l'État-nation égyptien a une base sociale, même si elle est moins solide que le régime, je crois, et je travaille pour ce régime. Mais tout cela, ça me mène à un problème réel qui est que ces élites n'ont rien pardonné aux États-Unis. L'administration Obama a fait, ou est perçue comme ayant fait, parce que je devrais corriger, je dis, mais la perception vient de fait, elle ne vient pas d'illusion, elle a fait un pari sur les islamistes, sur l'autre camp, et a appuyé ce qu'elle disait sur les anciens régimes. Pour des choses, c'était exact, pour d'autres, c'était faux. Et ça n'a pas été pardonné. Il y a une rancœur dont vous n'imaginez pas l'intensité contre les États-Unis, et qui est, je dirais, quasiment métaphysique maintenant. L'impression qu'on a, alors là, elle est fausse, mais c'est que, après, d'abord, je dois préciser, pour qu'on m'accuse pas d'être fou, moi, mon impression personnelle est que l'administration américaine, le président Obama, a été beaucoup plus prudent que le reste de certains membres de son équipe, qui s'est vite rendu compte qu'il y avait un problème, vite peut-être
élites qui s'est rendu à un moment donné qu'il y avait un problème avec l'économie, ce n'était pas tout à fait une transition démocratique, mais il n'avait pas de plan B. Par contre, il faut voir que si on reviendra sur le discours occidental, mais le citoyen moyen égyptien, il a accès à quoi par rapport aux États-Unis, et soit aux traductions d'une autre américaine. Là, je parle plutôt pour les élites provinciales. Et madame, je la nomme, je n'ai pas de problème. Madame Anne Patterson était pro-islamiste, l'ambassadeur qui était ici. Et ça ne lui a pas été pardonné. Et évidemment, avec une tendance à dire que sa position était celle du gouvernement américain, je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit exact. Mais il y a ce côté. Il y a ce côté, ces gens ont dit ceci. Il a négocié avec les mouvements des frères musulmans, il a facilité le contact avec la Turquie et il a parrainé aussi l'idée d'une collaboration géostratégique avec le Qatar pour infiltrer les pays arabes, etc. Il y a eu d'abord beaucoup de... C'est surtout... Plus, la Turquie a beaucoup embêté, mais à l'époque, c'était moins visible. Il y avait des histoires de gaz, mais ça, je ne crois pas que le citoyen égyptien en avait conscience. Ce dont on avait conscience, au niveau du Caire au moins, c'est que les militants du Hamas qu'on voyait se comportaient en territoire conquis, au sens du mot. Oui. Nous sommes chez nous et les non-islamistes ne sont pas chez eux. Il y avait ça. Oui. Et le Qatar... oui, il y avait des problèmes, beaucoup de problèmes, on peut dire ça. Oui, oui, il y avait, sur le canal je comprends votre obligation de réserve en tant que membre de l'équipe de réflexion présidentielle. Je comprends, je respecte. Je ne suis pas membre de l'institution présidentielle, je suis membre d'un think tank qui travaille pour elle et qui est très proche d'elle. Mais ce sont mes patrons qui sont proches d'elle, mais j'ai un devoir de réserve. Oui, et je sais. Mais le problème essentiel. Je salue votre position, oui. Le problème essentiel, c'était pour la tronche, toute l'attitude des islamistes égyptiens ou palestiniens. Nous sommes en territoire qu'on n'a pas réussi à s'en départir. Et puis je ne suis pas là pour régler mes comptes avec eux. De toute façon, vous ne me croirez pas. Et ce que je vais expliquer surtout, c'est l'hostilité aux États-Unis. Alors, je crois qu'elle est beaucoup plus profonde, mais en plus, au niveau des élites dirigeantes, il y a l'épisode du pari islamiste des communautés de politique étrangère, intellectuelles, politiques américaines et européennes. Je peux donner des exemples personnels, je peux donner des exemples généraux, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Restons, je peux, mais c'était très profond. Alors, je veux donner des exemples du comment, parce que je parle beaucoup, c'est-à-dire j'ai une équipe qui doit faire un rapport, qui devait faire jusqu'à la semaine dernière, un rapport quotidien sur l'Ukraine, et ils étaient tous pro-Poutine. Et je peux discuter avec eux, j'ai discuté avec d'autres personnes. Donc, je peux donner la chose. Mettez de leur point de vue. Regardons les discours américains qui leur parviennent sur la région. Problème arabo-palestinien, systématiquement, il y a une grande sympathie pour Israël, qui est maintenant un peu tempérée par le fait que il y a un problème avec la droitisation de la société israélienne, mais dans l'ensemble, historiquement, ils sont classés pro-israéliens. Il y a eu tous les mensonges autour de l'invasion de l'Irak. Et l'Irak a rendu impossible un distinguo entre puissance coloniale européenne et puissance coloniale américaine. C'est fini. Les Américains ne peuvent pas dire nous sommes anticolonialistes, ce qu'ils ont été. Mais l'invasion de l'Irak et les mensonges ont joué un rôle. Tout ce qui s'est dit, je l'ai oublié, sur l'islam, par toutes sortes d'islamophobes, après le 11 septembre. Voilà. Les deux camps sont musulmans, n'ont pas aimé ce qu'ils ont entendu à ce moment.
vous pouvez ajouter tout le côté qui a probablement été magnifié par les médias pro-gouvernementaux en Égypte sur la fameuse phrase de Condoleezza Rice sur une anarchie créatrice. On peut qualifier le printemps arabe, je pense, ça a été des révolutions, ne pas dire ce que je ne dis pas, mais comme une période d'anarchie. Ça a été aussi une période de créativité, c'est le bilan intellectuel et je pense qu'il a fait du bien au pays, mais il y avait une dimension anarchie. Donc, l'anarchie, c'est quand même nous qui avons raqué. Ajouter, en fin de complicité, évidemment, le Paris islamiste, j'en ai parlé, l'accord avec l'Iran, le JCPOA. Quoi qu'on veuille, quelles qu'aient été les intentions des pays occidentaux, et je les comprends, cet accord revenait à dire ce qui suit aux Iraniens: vous arrêtez le programme nucléaire, on vous donne de l'argent, on fait semblant de croire que l'argent va aller aux forces modérées, qui ne va pas financer votre agenda régional. Et en fait, en gros, c'était sacrifier la population, même si ça n'a même pas été vu, c'était sacrifier la population syrienne, une partie de la population yéménite et les intérêts des pays du Golfe pour sauver, permettre un accord nucléaire. Alors moi, je comprends, j'aurais fait la même chose si j'étais américain ou si j'étais européen. Mais ça a été très mal pris dans la région. C'est encore nous les dindons de la farce. Et il y avait une dimension qui est certes relève du complot, on reviendra, mais il faut payer au monde sunnite le djihadisme. Et sur le registre, parce que je donne un exemple qui va revenir, que je voulais mettre plus tard sur les théories du complot, mais allez expliquer à un citoyen égyptien modeste qu'un pays comme les États-Unis, aussi puissant qu'il soit, avec toutes les universités qu'il a, avec tous les think tanks qu'il a, n'a pas vu que l'invasion de l'Irak revenait soit à une occupation permanente, soit à une favorisation, je ne sais pas si on dit ça comme ça, une permission à l'Iran de monter en puissance régionalement. Allez leur dire non, ça, ils ne l'ont pas vu. On ne va pas vous croire. C'est un truc que tout chauffeur de taxi Kairos savait. Et qui n'a pas apparemment été vu par les faits. Oui, ils ont dit on verra le problème après. Donc, dans son esprit, il y a eu une punition américaine de tous les pays sunnites à cause du djihadisme. Ajoutez à cela, toute l'affaire, tout le discours sur l'Arabie saoudite, qui peut être justifié ou ne pas être justifié, mais l'administration Biden a parlé pendant très longtemps d'un État paria pour l'Arabie saoudite. Quand les milices Houthi ont bombardé des aéroports, y compris l'aéroport d'Abu Dhabi, et que ces pays se sont plaints, et ça c'est de sources intérieures aux États-Unis, en gros, on leur a dit, écoutez, on a des problèmes plus importants à régler. Alors, évidemment, maintenant que les Américains ont besoin de nous pour des problèmes qu'ils décrètent importants, et je suis pro-ukrainien, hein, donc je vois pas. Mais les gens vont dire, ah oui, vos problèmes sont importants, et pourquoi nos problèmes à nous ne l'étaient pas? Il y a ça. Il y a, après ça, je fais un discours, je ne dirais pas militant, puisque je ne partage pas ce que je rapporte, mais j'essaierai de donner, de défendre un peu l'autre camp. Mais pour le moment, il y a ça. Vous avez dit que nous sommes un État paria. Vous avez dit que nos problèmes avec l'Iran ne comptaient pas, n'avaient pas d'intérêt. Très bien, vos problèmes avec la Russie n'ont pas d'intérêt pour nous. Il y a cette histoire. Je peux ajouter quand même une bizarrerie qu'on ne voit pas, et encore une fois, là, j'espère que vous voyez que je ne prends pas parti, mais la transition écologique. La transition écologique veut dire, à terme, nous allons passer du pétrole. Très bien. L'Arabie saoudite avait toujours eu un intérêt à avoir le pétrole bas. Mais maintenant qu'elle veut, elle aussi, sortir de l'économie pétrolière et qu'à terme, on va se passer du pétrole, elle a intérêt à le vendre cher.
Donc, aucune raison entre l'antipathie qu'il y a entre le prince héritier et Joe Biden, entre les impératifs de la transition économique ou écologique de l'Arabie saoudite. Ils veulent vendre du pétrole cher. C'est évident. On pourrait partir et puis finalement, on va le prendre de notre côté, c'est la couverture médiatique occidentale. Et là, je parle surtout en tant qu'Égyptien. Un jeune, mais c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui, qui ne date pas de 68, qui est ancien. Vous avez un jeune européen ou même un jeune Égyptien éduqué dans des familles ayant accès à la culture internationale, mais même pas forcément. L'Égypte est un pays dont on peut dire, qu'il y a les rapports hiérarchiques sont très hiérarchiques, quoi. C'est pratiquement des rapports maître-esclave. Les inégalités sociales sont absolument scandaleuses entre une classe moyenne ou supérieure d'une richesse extraordinaire et des pauvres. Les rapports hommes-femmes sont détestables. Alors, je peux entrer dans le détail, mais juste pour prendre une famille égyptienne normale, pauvre ou moyenne, là, il y a une crise économique très forte. Donc, toutes les ressources financières de la famille qui se sont amenuisées vont aller pour financer le garçon. La fille est laissée pour compte. Donc, la fille a tendance à se rattraper sur ses soupirants, ou sur son mari, ou sur son futur mari. Je prends des exemples, ce sont des rapports que l'inégalité vicie considérablement. S'il y a une scolarité, on ne peut pas payer des scolarités, les scolarités des garçons et des filles, ce sont les filles qui vont sauter. S'il faut acheter un smartphone, plutôt que d'acheter 2 téléphones normaux, pas smartphone, on va acheter un smartphone aux garçons. Là, sans parler des exigences de pudeur, etc., je ne veux pas entrer dans tout, mais prendre des choses qui ne peuvent pas être associées à un discours religieux et qui sont plutôt associées à une structure patriarcale. La fille est systématiquement la perdante dans les échanges familiaux et elle a tendance à se rattraper sur le monde extérieur. Après, j'exagère peut-être. Il y a des exemples où, au contraire, la fille est chouchoutée. Je viens d'une famille où c'est plutôt la fille qui était chouchoutée. Mais dans l'ensemble, il y a un problème dans les rapports hommes-femmes. Et évidemment, il y a un problème dans le rapport à la religion dont j'ai un peu parlé. C'est-à-dire, oui, on est pour la charia, mais à condition qu'on ne demande pas, qu'on ne nous l'impose pas trop durement. Si vous voulez, un jeune peut trouver cette société inégalitaire, très dure envers les classes modernes, modestes, pardon, les classes modernes, très dure envers un peu de perturbation au niveau de connexion. Ce n'est pas mon point de vue, mais Il y a des ruptures au niveau de connexion, docteur Al-Kamindous. Il y a des ruptures de communication, de connexion, je m'excuse. Est-ce que vous êtes encore avec nous? Oui, docteur, oui, c'est à vous maintenant. Merci. Bref, ce que je dis, c'est que je peux comprendre, il y a une antipathie très compréhensible d'un jeune occidental, mais ça date, j'oserais dire la même chose en 82, si je l'avais vu, je ne sais pas si j'aurais vu ou pas. Ce n'est pas des sociétés un type croyant en l'individualisme, à la société permissive, à l'égalité à l'égalité homme-femme, ce n'est pas des sociétés qu'on trouvera très sympathiques. Et donc, oui. Mais ça donne une couverture médiatique qui est systématiquement injuste. Oui. J'aimerais bien, permettez-moi de vous poser cette question. Aussi, dans l'opinion publique arabe,
le président ukrainien, c'est un pro-israélien. Zelensky, c'est un pro-israélien. Et la majorité de l'opinion publique arabe n'ont jamais oublié la position de Zelensky et son soutien lors de l'agression israélienne en 2018. Et il a exprimé son soutien pour Israël en disant qu'Israël a le droit légitime de se défendre devant les assassinats des enfants, des femmes, l'agression militaire, l'opinion Alors, publique. je vais vous répondre. J'allais en parler, vous m'obligez à sauter des choses, mais je reviendrai à mes trucs. Mais Oui. je vous réponds. Oui, il y a un problème qui est... alors, ce n'est pas un argument que j'ai entendu en Égypte en dehors des cercles nassériens et islamistes. Mais je suis sûr que ça existe, je sais. Mais je suis sûr que ça existe. Effectivement, la religion du président Zelensky pose problème et son attitude vis-à-vis d'Israël n'a rien arrangé. Oui. Après, ça, on est d'accord. Reste que Poutine a d'excellents rapports avec Israël, et ça, on fait semblant de l'oublier. Donc, il y a un côté, je crois que le problème métaphysique, le problème profond est avec les États-Unis, plus qu'avec Zelensky. Alors, je ne dis pas que ça n'existe pas, il y a ce problème. Et il y a d'autres problèmes avec l'Ukraine, mais il y a ce problème, je ne sais pas s'il faut parler d'antisionisme ou d'antijudaïsme ou un mélange des deux, mais il y a le problème de la religion de Zelensky et des positions pro-israéliennes. Sauf qu'on aurait pu retourner l'argument sur Poutine, qui a d'excellentes relations avec Netanyahou. Sauf que ce n'est pas fait. Pour moi, le problème central, c'est OTAN, États-Unis et l'expérience avec les États-Unis, que rien de bon ne peut sortir des médias américains. Ce que je voulais dire, je vais vous le résumer d'une manière et puis je essaierai de passer à un autre point, c'est vous expliquer à des jeunes, et en gros, leur réponse, elle est imparable. Tous les médias occidentaux médisent de nous, d'une manière ou d'une autre, même quand ils pensent dire du bien. Je vais vous donner un exemple amusant, ce n'est pas pour entraîner une polémique, mais vous savez que nous ne sommes pas dans le même camp, François Burgat et moi. François Burgat, dans un de ses livres, écrit que pour les islamistes, l'identité est plus importante que la religion. Mais ça, c'est un argument, je ne pense pas que les islamistes adorent l'argument, sans parler des anti-islamistes. Je vais vous donner un exemple, c'est ils n'aiment pas le discours occidental sur eux. Et en gros, ils mentent sur Israël, ils ont menti sur l'Irak, ils ont voulu l'anarchie créatrice, ils ont pris parti de nos ennemis. En plus, à tort ou à raison, je ne veux pas être injuste, mais le projet islamiste, dans la tête des musulmans égyptiens, c'est interdiction de réflexion, retard et négation du fait national. Que ce soit injuste, que ce soit justifié, il y a des choses justifiées, des choses pas justifiées. C'est quelque chose que les Maghrébins ne voient pas parce que, disons, au Maghreb, la religion est un facteur d'unité. Au Mashrek, non. Au Mashrek, c'est la langue arabe qui est un facteur d'unité. Il y a eu ce côté, pourquoi vous voulez qu'on les croie? Ils disent médias neutres, indépendants, très bien, médias neutres, indépendants. Vous êtes en train de dire que la télévision russe ou les médias russes reflètent l'opinion de Poutine, c'est que Poutine nous aime. Et en plus, Poutine et Lavrov savent respecter la dignité. Je ne veux pas entrer. Les Américains, les Occidentaux parlent d'humanisme, je partage les valeurs humanistes, parlent des droits de l'homme. Je suis plus ambivalent là-dessus, sur le droit de l'homisme, je suis assez réaliste en matière de sciences politiques, j'assume. Mais ce qui se passe, c'est que ceci ou cela, c'est prescriptif. Il faut que vous fassiez ceci, il faut que vous fassiez cela. Et pour des pays qui sont très soucieux, très attachés et à l'authenticité culturelle, même s'ils n'ont pas la même définition de l'authenticité culturelle, c'est celle des nationalistes, n'est pas celle des islamistes, et les deux sont musulmans, ou attachés à l'indépendance nationale, le côté il faut, non, vous nous emmerdez, quoi. Il y a le côté, l'humanisme est prescriptif, ça sert. Si vous êtes décent, vous devez compatir à l'Ukraine. Moi, je compatis à l'Ukraine, je suis pro-ukrainien et ma page Facebook, tout le monde peut la voir. Je suis tout à fait anti-Poutine.
Mais, mais je suis obligé de dire régulièrement, ce n'est pas les Américains qui m'intéressent, c'est l'Europe de l'Est. C'est les Polonais, les Tchèques, etc. Si je dis je roule pour les Américains ou je pense que les Américains ont raison, ça ne va pas être audible. Ce n'est pas audible. Et quand on leur dit médias orientés, ils répondent médias orientés, mais oui, bien sûr, les médias sont orientés, ça veut dire que l'État russe pense bien, contrairement à l'État américain. À part le fait qu'ils ne croient pas tout à fait à l'indépendance des médias américains, mais ça nous mènerait trop loin. Donc, il y a ça. Il y a un problème avec le modèle permissif. Je suis enclin à dire, je n'ai pas les moyens de le prouver, que l'Occident servait de modèle ou de modèle jusqu'à la fin des années 60. Au sens, par exemple, vous aviez Hassan al-Banna qui pouvait dire, quand il demandait le voile, ces filles ne le portaient pas, notez, que c'est parce que nos sociétés n'étaient pas assez mûres pour permettre aux femmes d'enlever de se dévoiler. Mais maintenant, avec la permissivité sexuelle, avec ce qui est perçu comme un effondrement de la famille, mais qui est en fait, c'est pas ce que je ne dis pas, une remise en question du modèle patriarcal en Occident, mais qui est perçu comme un effondrement de la famille, le modèle occidental, la présence de minorités revendiquant leurs droits haut et fort, peut-être agressivement, enfin c'est l'impression que ça peut donner ici, ça, le modèle occidental n'est plus un modèle, c'est un repose-soi. Nous ne voulons pas de ce modèle. C'est très fort. Et vous voulez nous l'imposer. Et en plus, enfin, je ne veux pas ressasser tout ce que j'ai contre les États-Unis parce que j'ai 1 million d'épisodes, mais c'est quotidien. Côté we urge you, nous vous sommons de faire ceci ou nous vous admonestons. Le côté prescriptif, le discours médiatique, vous n'imaginez pas l'hostilité aux Américains. Après, comme c'est extrêmement profond, je me suis posé la question, mais je n'ai pas les réponses. Parce qu'il y a en même temps une très forte demande de liberté. Je ne suis pas en train de légitimer un modèle répressif. Il y a une demande très forte de liberté, mais en même temps, alors je ne sais pas comment décrire la situation. Les élites qui font partie de la coalition qui appuie le pouvoir que je sers pensent qu'il n'y a pas de demande de démocratie en Égypte. Ce n'est pas vrai, il y en a une. Une demande très forte. Après, le problème est qu'il y a une demande. Alors, je ne sais pas si on peut dire que le problème est qu'on veut la liberté, mais on a peur d'elle. Ou on a peur disons, pour la transmission des valeurs. On a peur, on a plus de demandes de liberté. On a des demandes de liberté, mais je crois qu'il y a un problème avec l'individualisme, des idéologies individualistes. Or, la liberté va souvent, voire très souvent, de pair avec l'individualisme. Il y a donc une peur que liberté égale blasphème et critique du sacré. Le modèle européen et la manière dont il est présenté permet de penser la liberté égale déchristianisation. Et ils ont très peur, beaucoup, que liberté égale déislamisation. Alors, beaucoup de partisans de la liberté vous diront que non, l'islam est beaucoup plus solide que le christianisme. Je suis chrétien, mais donc je vous donne un peu les discours qui se disent, et donc il ne faut pas avoir peur de la liberté. Et, mais ce faisant, ces gens-là perpétuent le côté il y a un problème en Occident, que ce soit dû au fait qu'ils soient sécularisés ou chrétiens. Mais il y a en même temps à la fois un grand respect pour certains hommes de religion et une grande méfiance vis-à-vis d'eux. Un des acquis de la révolution de 2011, parce que je pense que c'était une révolution et pas une révolution orange, c'est que maintenant un nombre de religions, sans parler des chefs d'État, ne peut plus ouvrir la bouche en Égypte sans qu'ils soient raillés par pratiquement toute l'opinion publique, y compris les croyants. Et quand il faut dire qu'ils n'ont pas le capital culturel leur permettant de tenir des discours intelligents, ils en prennent plein la gueule. Mais en même temps, on a très peur d'une déislamisation. Peur justifiée, pas justifiée, je ne sais pas. Si vous voulez, ma motion de synthèse, c'est on est pour la liberté, mais on a peur des expériences.
et on a peur d'une perte de transmission. Quand je dis perte de transmission, il y a une crise des écoles, il y a une crise de tous les modèles d'autorité, et donc qui joue contre la liberté, donc contre l'Occident, qui est maintenant les jeunes n'entendent plus rien, et donc si on ouvre un peu l'espace, on va vers la disparition de l'islam. Qaradawi, il l'a dit, pour prendre un exemple, mais j'aurais pu donner des exemples de mon camp, mais qui est, s'il n'y avait pas le had al-Ridda, l'islam aurait disparu de la face de la terre. Une phrase éminemment idiote, mais qui doit être mise en rapport avec la disparition ou l'érosion des rapports d'autorité. Et je crois que si notre régime va très fort, question répression, bon, après, c'est surtout la justice, mais aussi la police, c'est qu'il y a cette peur qu'on ne peut plus transmettre. Et ça joue. Je dois parler de l'imaginaire du complot. Alors, moi, ma position est la suivante par rapport aux autres. L'imaginaire du complot est désastreux, il est beaucoup trop prégnant, mais le problème n'est pas qu'il est un signe de perversité ou d'absence de rectitude morale et que toute personne parlant de complot est un méchant qui se cache. Le problème est précisément des gens bien, et des gens très bien, et des gens valeureux, et des gens tolérants, et des gens humanistes qui y croient. Le problème est comment convaincre les gens dont je pense c'est une majorité des gens que je connais qui sont des gens très bien, comment les convaincre que cet imaginaire doit être abandonné. Et l'imaginaire du complot a un lien direct avec ce qu'on raconte sur l'Ukraine, il y a eu un complot américain anti-russe. Les Américains, champions du monde pour provoquer l'erreur chez les autres. C'est un discours contre lequel je me bats tous les jours, mais il existe. Alors, je vais vous donner, par exemple, il faut voir rapidement quelle est l'expérience de la mémoire de la région. Quand je dis région, c'est plutôt Moyen-Orient. Je ne sais pas, c'est pas très différent. La colonisation, c'est les puissances occidentales. Les accords Sykes-Picot, alors non seulement c'est les puissances occidentales, mais ça peut être construit comme un complot, ou au moins comme un acte éminent de mauvaise foi. Promesse Balfour aussi. Voilà, la promesse Balfour, mais je les prenais dans l'ordre chronologique. Oui. La promesse Balfour et la création d'Israël. Alors évidemment, pour moi, c'est un des trucs contre lesquels je me bats, il faut arrêter de dire l'Occident. Il faut prendre pays par pays, parce que les Israéliens ont très bien su cerner quand est-ce qu'il fallait lâcher l'Angleterre et se diriger vers la France, quand est-ce qu'il fallait lâcher la France et se diriger vers les États-Unis. Mais une fois que vous les prenez comme un tout, ça renforce l'imaginaire du complot. Et surtout, on peut construire toute l'épopée sioniste comme un complot occidental, même si ça correspond moins à la vérité que ça explique. Ça explique, quoi que dise mon éminent protecteur, ami et collègue Henri Laurence, ça ressemble à un complot, et ça ressemble à un complot parce que c'est un complot. Comment vous dire, 48 peut être construit comme un complot, même si je pense que la réalité est beaucoup plus compliquée et qu'on a sous-estimé la capacité des Israéliens ou des sionistes à ne pas mettre les œufs dans le même panier et à savoir changer d'alliance à temps. Et le mauvais pari sur l'axe de certaines élites occidentales, certaines élites arabes. Et 67 a été construit par Mohammed Hassanin Hekel, qui a une audience extraordinaire en Égypte, comme un complot américain, ce que ce n'était pas. Je peux détailler, je fais un gros travail dessus, mais dans l'imaginaire de tout ce monde, 67, c'est un complot américain, ce qui n'est pas le cas. En l'occurrence, là, c'est américain bara, mais allez le dire. Après, il y a des problèmes, il y a le fait, ça peut sembler normal en Occident, mais ici, ce n'est pas compréhensible. Jérusalem est important pour les musulmans. Je crois que je ne révèle pas de secret. Allez expliquer
qu'on est plus sensible à un point de vue de 15 millions de juifs. Le problème est malheureusement posé en termes confessionnels qu'aux opinions d'1 milliard de musulmans. Et automatiquement, ça peut prêter c'est que les juifs sont un pouvoir occulte important. Discours qui me semble détestable, je veux être clair, mais il y a ça ne vient pas de nulle part, quoi. Il y a aussi cette idée, mais si à ce point, parce qu'on peut faire un discours, un des problèmes américains, c'est qu'ils peuvent définir leur intérêt national à peu près comme ils veulent. Ils sont très protégés, la géographie n'est pas contraignante, ils ont 2 océans, le Canada et le Mexique, donc ils peuvent dire ce qu'ils veulent de leur intérêt national. Il faut contraindre, au contraire, il faut dialoguer, etc. Mais pour un Égyptien ou pour un Saoudien, l'intérêt national américain aurait été de se mettre d'accord avec les Arabes. S'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'il y a un complot. Ils ne voient pas les affinités culturelles, ils ne voient pas beaucoup de choses. Mais il y a cela. Je peux vous donner, là on se rapproche de la Russie, un exemple d'une discussion que j'ai eue avec un des plus brillants think tanks égyptiens, et la discussion est intéressante, mais ça vous donne d'où vient aussi l'imaginaire du complot. Monsieur Poutine a essayé de prendre toute l'Ukraine. D'accord? On est d'accord. J'espère. Le problème est que ce type n'a pas d'infos, mais il regarde le déploiement des forces. On a des sources. Il dit, avec les forces mises en mouvement, avec leur configuration, il ne pourra pas prendre l'Ukraine. Donc, c'est qu'il ne veut pas prendre l'Ukraine n'est pas bête. Vous prenez que Poutine était bête. Peu importe. Donc, il veut seulement prendre les 4 oblasts et pieds sur la mer Noire. Le discours sur il veut prendre l'Ukraine est un discours de propagande occidentale qui n'a aucun sens, c'est pas faisable. Alors il a raison, et en plus maintenant, il semble que les objectifs russes soient de prendre les 4 oblasts. Sauf que non, Poutine voulait prendre toute l'Ukraine. Il s'est trompé sur l'état d'esprit de la population ukrainienne, il a fait toute une série d'erreurs, mais allez le lui dire. Configuration des forces, telles qu'il les voit, ça implique qu'il ne peut pas prendre l'Ukraine. Donc, Poutine n'est pas un imbécile, donc il ne voulait pas prendre l'Ukraine, les Occidentaux mentent. Alors, évidemment, je ne suis pas d'accord avec la conclusion, je pense que Poutine voulait prendre l'Ukraine. Mais je vous donne le genre d'exemple, quand vous n'avez pas des données, vous êtes obligé de faire des hypothèses. La manière de là je parle des think tanks, la manière de procéder et de déduire de ce qui se passe sur le terrain, quel est l'intérêt, de déduire à partir des actions, quel est l'intérêt. Vous allez, par exemple, en Irak, je reprends, vous allez affaiblir toutes les puissances sunnites, renforcer les puissances chiites, vous le savez. Non, non, messieurs, dames, ils ne le savaient pas. C'est un mystère, mais ils ne le savaient pas. On ne vous croit pas. Donc, il y a si vous voulez, il y a une incapacité, je dirais, à comprendre. Là, je défends ma position et attaque celle de mes collègues et amis, qu'on ne traite pas l'Union soviétique, la Russie ou l'Union soviétique comme on traite le tiers-monde. Personne ne peut encercler la Russie, personne ne peut envisager une invasion de la Russie, personne ne peut envisager une révolution orange, à supposer que ça a été envisagé en Russie. Mais Poutine sait parler, et sait donner l'impression, que le vécu russe est le même vécu que le tiers-monde, c'est-à-dire qu'il a à subir les ingérences occidentales, qu'il a à subir une agressivité occidentale et un caractère prescriptif, un mépris occidental. Moi, personnellement, je pense qu'il y a un mépris occidental pour les Arabes, même s'il est inconscient et qu'il y a eu beaucoup de progrès. Je persiste à penser qu'il y a un mépris occidental pour les Arabes. Allez leur expliquer que les Russes, c'est différent. Non, probablement que les Russes sont à la même aune. Il y a un côté métaphysique sur rien de ce qui sort des États-Unis. Il y a peut-être aussi le fait qu'il n'y a pas de culture, j'exagère,
j'ai peur de dire une chose. Disons, la culture du débat existe en Égypte, en Arabie Saoudite, elle est très implantée, mais il y a encore une tendance qui existe dans les pays occidentaux, d'où tu parles, et si tu parles d'un droit qui ne me plaît pas, je ne t'écoute pas. Et une fois que les États-Unis, vu leur passé, disent quelque chose, c'est automatiquement faux. Et il est très difficile de leur faire croire ou leur faire admettre que de temps en temps, les Américains, par exemple, sur les dossiers d'Europe de l'Est, les Américains et les Européens de l'Ouest ont raison que c'est les Russes qui ont tort. Oui. Il dit qu'il a été agressé, ils agressent tout le monde. Ils disent qu'ils ont été méprisés, ils méprisent tout le monde. Ils disent, etc., etc., etc. Après, je ne sais pas si c'est une autocritique ou pas. Peut-être que je fais perdre beaucoup de temps, mais je sais que j'avais écrit un commentaire sur Foreign Policy dans un papier en disant Zelensky devrait rappeler ce qui est arrivé aux Tartares de Crimée. Et je ne sais pas si quelqu'un avait lu mon commentaire ou si quelqu'un avait fait la même réflexion dans l'entourage ukrainien. Quand il est allé au sommet arabe, il est allé parler avec des Tartares de Crimée, parler des Tartares de Crimée. Eh bien, figurez-vous que ça a été mal pris. On nous prend encore pour des communautaristes incapables de comprendre qu'il faut que la victime soit musulmane pour qu'on s'y intéresse. Ça a été mal pris. Il aurait pu venir, bon, avec un Tatar Crimée, pourquoi pas, mais avec aussi d'autres Ukrainiens. Quel besoin il a de penser que nous nous intéressons qu'aux musulmans? Il y a eu ça. Donc, alors, je pense que une fois que vous êtes dans le cas américain, tout ce que vous faites est faux. Il y a il y a un problème, quoi. On ne parvient pas à mobiliser, on n'a pas réussi à mobiliser les passions. Je parle là en tant que pro-ukrainien. On n'a pas réussi à mobiliser les passions anticoloniales. On ne va pas faire. En plus, il faut dire qu'on n'est pas aidé. C'est-à-dire quand, par exemple, la France se fait le champion du tiers-monde, vous écoutez, je reprends M. de Villepin dans une interview récente, je pense, sur la 5, c'était nous allons expliquer nous allons faire de la pédagogie au tiers-monde, là c'est parce qu'on ne comprend pas, et nous allons nous faire le porte-parole du tiers-monde, parce qu'il ne sait pas s'exprimer. Il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est comme ça que ça a été retenu. On ne parvient pas à mobiliser, à faire passer le message que la Russie, le projet russe, est un projet colonial. Je fais de mon mieux, je ne réussis pas. Pardon, je parle beaucoup. Donc, on profite de votre exposé historique et scientifique. Oui. J'essaye d'être scientifique, je ne sais pas. Bon, il y a le problème de la relation avec Zelensky, la région de Zelensky, j'en ai parlé. Je vous ai dit, il y a un truc, j'ai oublié de le dire, c'est important. Il y a quand même, l'opinion est plus partagée qu'on le dit. Vous avez par exemple beaucoup de femmes, de femmes qui sont très sensibles à la souffrance humaine et à l'atrocité russe. Les atrocités russes, ça a commencé à pénétrer dans la tête de beaucoup de monde. Avec, bien entendu, peut-être des discours, peut-être que Poutine ne sait pas ce que ces troupes font, blablabla, mais ça a été intégré qu'il y a un problème. Oui. Ça a mis du temps, mais ça a été intégré. Oui. Je crois qu'il y avait un sondage PEW qui disait qu'il y avait 45% de pro-russes et 19% de pro-ukrainiens. Ça me semble plausible. Oui. Sauf que, ça j'avais oublié de le dire, la norme, il est plus facile pour un pro-russe de parler qu'un pro-ukrainien. Oui. Il s'appuie sur des passions beaucoup plus ancrées, beaucoup plus profondes, et c'est encouragé par l'appareil d'État, pas par Philorussie, il y a de tout dans l'appareil d'État, mais pour une raison bête. Oui. Qui changera peut-être. On part du principe que Poutine va s'en sortir. Alors, ça a peut-être changé récemment, mais c'est trop tôt pour le dire. Et que Poutine n'oublie rien. Donc, en gros, on permet aux pro-russes de parler,
Et au contraire, on est content de ménager une porte de sortie en disant, voyez, on a laissé tous les talk-shows égyptiens sont pro-russes, et on demande aux pro-ukrainiens de faire attention parce que Poutine est rancunier et que nous avons beaucoup d'intérêts de coopération avec la Russie. Oui. Et qu'il ne faut pas compromettre l'avenir. Oui. Il y a... Oui. Hmm? Oui. C'est-à-dire, il y a plus de pro-ukrainiens que mon exposé peut le laisser penser, même si nous sommes une minorité, et même s'il y a une majorité assez nette pro-russe, très nette, même pro-russe, mais on ne peut pas dire que les pro-ukrainiens n'existent pas, sauf que les conditions du champ discursif font qu'il est plus facile pour un pro-russe de parler. Oui. Pas seulement à cause de... Oui. Je vous dis quelque chose aussi. J'ai essayé de recenser quelques indicateurs qui ont favorisé le soutien de Poutine, le parrainage de Poutine dans l'opinion publique populaire arabe. D'abord, par exemple, le racisme de guerre. Parce qu'on a vu la réaction de l'Occident envers cette guerre, envers les victimes ukrainiennes, et l'opinion arabe a constaté un peu de racisme vers les victimes. On oublie les victimes somaliennes, on oublie les victimes yéménites, on a oublié les victimes, on oublie souvent les victimes palestiniennes, on oublie les victimes de l'islam politique implanté par l'Occident en Libye, en Égypte, en Tunisie. On a vu aussi l'opinion publique arabe, il pense à ce racisme de guerre, de discrimination, de traitement aussi à travers le traitement qui a été réservé aux réfugiés ukrainiens. Alors, on refoule parfois les réfugiés venant des pays arabes et musulmans où l'Occident a provoqué des guerres, l'Irak, la Syrie, etc. Et on a reçu les réfugiés ukrainiens dans des conditions formidables, dans des hôtels, avec des facilités de déplacement et tout. Aussi, parmi les choses qui ont favorisé l'adoption de la doctrine Poutine dans l'opinion publique arabe, que Poutine a un allié musulman, Ramadan Kadyrov, le président de Tchétchène. Aussi, on oublie que parmi les supporters de Zelensky, quelqu'un, par exemple, la théorie de BHL, ce monsieur le messager des guerres, de la destruction des nations, etc. On a vu ce monsieur en train de faire la propagande, comme toujours, comme il l'a fait pour l'islam politique en Libye, en Tunisie. Il a fait la propagande pour Zelensky et tout. Vous connaissez mieux que moi l'image de BHL dans le monde arabe et musulman. Il est tenu responsable de la destruction de la Libye, de la Tunisie, de plusieurs pays. Qu'est-ce que vous pensez? J'allais y venir à un moment donné, quand j'allais parler de la séduction russe. Là, je suis plutôt dans... Parce que je pense, au moins sur l'Égypte et l'Arabie saoudite, que le problème central est avec les Américains. J'allais y venir en corrigeant. Je ne suis pas sûr... je suis sûr, commençons par ce dont je suis sûr, que ce que vous dites est tout à fait exact en ce qui concerne les Palestiniens. Ils oublient les Palestiniens. Ça, c'est un discours qui est très général. Ils se sont brusquement découvert que l'annexion, c'était mal. Israël a annexé le Golan. Israël a annexé Jérusalem. Ça, j'allais y venir. Je suis moins certain qu'ils aient la moindre pensée pour les Somaliens. C'est triste, je n'ai pas de sondage d'opinion, je ne peux pas prétendre connaître très bien mon opinion, mais je parle quand même à un certain nombre de gens, palestiniens omniprésents, somaliens, pas du tout. Émigration, ça a été posé dans des débats et le professeur Henri Laurence a eu une bonne réponse. Il n'a pas nié la dimension confessionnelle, mais il y a autre chose et j'ai repris l'argument et d'autres ont repris l'argument, tout en admettant qu'il y avait un problème confessionnel.
La plupart des réfugiés ukrainiens étaient des Ukrainiennes. Toujours les femmes font moins peur que les hommes. Il y a cela. Mais c'est un discours qui est constant. Avec le naufrage, les deux naufrages, le grec et le sous-marin, on a eu une nouvelle couche sur le deux poids, deux mesures. Après cela aussi, j'ai failli répondre, puis je me suis dit, je vais me battre contre qui et quand et pourquoi, en disant que, en fait, des pays sont intervenus pour sauver des ressortissants, et il y avait 2 musulmans dans le sous-marin, et que, d'autre part, là, et en plus, c'est pas les mêmes pays. Là, ce sont les Grecs qui ont merdé, ou la police grecque qui a merdé, ce n'est pas on s'est compris, c'est pas tout l'Occident, blablabla, mais il y a le problème, une fois que une faute occidentale est celle de tout l'Occident, ce qui est de temps en temps vrai, vous accusez l'Occident de tout et vraiment de tout. Mais je suis d'accord sur l'essentiel du diagnostic. Il y a un problème avec le deux poids, deux mesures. Je serai plus prudent avant de parler de racisme, mais le deux poids, deux mesures existe et il existe tout le temps. Il y a un autre truc, je n'avais pas, je suis encore loin de la Russie. Il y a un intérêt perçu par tous les pays du tiers-monde, pas seulement par les Arabes, j'ai perdu quelque chose, donc je verrai plus tard où j'ai mis. Il y a un problème qui est, tous les pays du tiers-monde pensent que le pays, et c'est un article de foi, que l'Occident a intérêt, pas l'Occident, le tiers-monde a intérêt à un monde multipolaire sans hégémonie américaine. Alors, c'est de temps en temps contesté dans le centre où je travaille par certains membres dont je ne fais pas partie. Mais moi, mon truc, c'est, de toute façon, on ne peut pas changer les choses. Et à votre place, je parierais plutôt sur les Chinois que sur les Russes, si vous tenez à tout prix à parier sur quelqu'un d'autre. Mais il y a cette dimension, le monde multipolaire vaut mieux pour nous, la guerre froide valait mieux pour nous. Ceux qui refusent l'argument ne sont pas forcément pro-américains. Personnellement, je ne parie sur personne, sur moi-même seulement. Pardon? Personnellement, je ne parie sur personne. D'accord, mais je vous donne, c'est-à-dire dans les discussions, Oui, qu'est-ce qui peut se dire? Donc, je ne suis pas sûr de l'avoir dit. Je le pense, ça c'est sûr, je ne suis pas sûr de oui, l'avoir dit. oui. Je le pense, j'assume, mais je ne suis pas sûr de l'avoir dit là-bas. Par contre, il y a des gens qui vous diront, vous avez oublié ou vous connaissez mal la période de la guerre froide, quand nous avons intérêt à un monde multipolaire calme. Un monde multipolaire tendu, vous ne pouvez pas parler à un des grands sans que les 3 autres ne se fâchent, Oui. sans que les 2 autres ne se fâchent. Nous n'avons aucun intérêt à un monde multipolaire tendu. Et il y a l'autre intérêt, ça je l'ai dit, et je ne suis pas le seul, l'Égypte a besoin d'un système international stable avec état de droit, d'abord pour la question palestinienne, mais aussi parce que l'Égypte importe sa nourriture, donc on a besoin de voies d'approvisionnement stables. Et donc, n'avons pas intérêt à des foucades permanentes de gens qui ont besoin de le remettre en question. Peu importe, il y a une forte conviction tiers-mondiste, du tout le tiers-monde, je veux dire, c'est pas s'il faut dire tiers-mondiste, tiers-mondienne, que le monde multipolaire est plus intéressant. Il reste, à part tout ce que j'ai pu dire de mal contre les Américains, et je ne suis pas contre, je constate qu'est-ce que les autres en pensent, il y a un fait réel, c'est qu'on ne peut pas leur faire confiance. Pour une raison bête, à part Israël, à part les ingérences, à part le côté prescriptif, il y a tout simplement que c'est un pays très polarisé et que si vous rendez un service à Joe Biden, les républicains ne vous le pardonneront pas et vice-versa. Et donc, il y a un côté, il faut voir qu'il y a eu des sanctions de l'administration Obama contre l'armée égyptienne à cause du massacre de Rabat, je peux comprendre la démarche, sauf qu'elle avait lieu au moment où l'Égypte était en guerre dans le Sinaï contre une insurrection djihadiste et qu'on est passé, que le mot, disons, je ne vais pas entrer dans le détail, mais le moment était vraiment très mal choisi. Et ça n'a pas été pardonné. Ça, depuis, très bien, on va acheter nos armes un peu partout. Oui. En plus, il y a le côté que les Américains posent des millions de conditions avant l'utilisation de n'importe quoi. Je pourrais vous raconter des épisodes sur
n'aura les rapports militaires, je ne suis pas sûr d'avoir l'autorisation. Avec le souci principal de garantir la sécurité d'Israël. Vous achetez l'armée sans... Ce n'est pas tout simplement ça. À l'heure actuelle, il y a aussi, ils ont très peur. C'est-à-dire l'Égypte est attachée au processus de paix et ne va pas chercher noise à Israël. Elle ne peut pas. Les problèmes sont en Libye, Soudan, Éthiopie, Oui. à l'heure actuelle. Et je pense que notre président est plutôt pour une approche. C'est ça ce qui m'énerve dans le discours même de la propagande officielle égyptienne. Notre président est un homme de paix à l'extérieur. C'est un type qui veut insister. Il n'est pas les militaires détestent la guerre en général. Et on peut dire il est répressif, il est autoritaire, il ne sait pas gérer l'économie, tout ce que vous voulez. Mais nous avions des millions de raisons d'attaquer l'Éthiopie, nous ne l'avons pas fait. Et c'est sa décision personnelle, et c'est parce que c'est un homme de paix, même s'il a pu trouver d'autres arguments, du genre les sanctions internationales, etc., etc. Fondamentalement, il croit à la coopération entre les peuples. Il a beaucoup de défauts, mais ça, et il a aussi beaucoup de qualités, mais ça, c'est une de ses qualités. Ce n'est pas un homme amoureux de la guerre. Vous permettez de ne pas parler beaucoup de ses défauts, mais il est amoureux de la paix. À ce niveau, je suis sérieux. Et on lui en sait gré pour ça. C'est pour ça que quand on m'explique qu'il ressemble à Poutine, j'ai un problème. Mais il y a ce côté, donc, on a besoin des Russes. Il y a le côté, on ne peut pas faire confiance aux Chinois. On ne les aime pas, ils ne nous aiment pas. On ne les comprend pas, ils ne nous comprennent pas. Et donc, c'est ou les Américains, ou les Européens, ou les Russes. Et on préfère ne pas choisir et avoir une porte partout. Après, il faut voir qu'il y a des couches sociales en Égypte qui ont des intérêts très étroits avec les Américains ou qui ont reçu une éducation occidentale, Oui. qui peuvent être anti-occidentaux, mais qui sont plus sensibles à l'argumentation américaine ou à l'argumentation droits de l'homme ou à l'argumentation que d'autres. Mais il y a aussi un côté, la guerre fait, d'abord nous en pâtissons économiquement énormément, donc on est dans une situation d'urgence économique absolue. Et donc, celui qui nous aide, qu'il soit Satan, chinois, russe ou autre, on prend. Et il y a le côté, tout le monde nous fait la cour. C'est très bien. Surtout les Saoudiens. Oui. Poutine est coincé, il est obligé de tenir compte de nous. Pour une fois, c'est nous qui pouvons poser des conditions. Ou on peut négocier. Ils n'ont plus les moyens de faire des dictats. Ça joue. La séduction russe. Alors, vous avez parlé d'un point qui est que Poutine, Lavrov savent respecter le besoin de dignité des populations arabes. Alors, je peux multiplier les crasses qu'il a fait à l'Égypte. Alors, sans entrer dans des secrets d'État, des choses connues, après l'explosion d'un avion, un attentat djihadiste en 2015, il a interdit le tourisme, ou il a rendu impossible le tourisme russe en Égypte. Ceux qui ont porté l'industrie touristique égyptienne, ce sont les Ukrainiens. Mais ça, c'est oublié, parce qu'ils parlent à la dignité, que les Ukrainiens ne parlent pas à la dignité de... Il y a les Ukrainiens et les Occidentaux, il faut être humaniste, je suis d'accord, hein. Et donc, ça demande ceci. Donc, il sait parler. En plus, Lavrov, moi, je pense personnellement qu'on ne peut pas décemment croire, en regardant Poutine, que ce type dit la vérité. Par contre, Lavrov est très fort. Et Lavrov, tout son discours, quand on connaît le dossier, ça me mène à deux choses, est un discours qui inverse la causalité, en ce qui concerne les rapports Russie-Occident. C'est-à-dire qu'il réussit tout le temps à présenter l'action russe comme soit une réponse à une gifle, soit une prévention pour une gifle qui est venue parce qu'ils ont pris l'action, mais il ne le dit pas. Donc, il est très fort. Et il faut voir que l'opinion publique égyptienne et saoudienne découvre les questions Europe de l'Est depuis la guerre, pas avant. Donc, il y a deux, ils n'ont pas un background. Même des think tankers ne connaissent pas très bien la chronologie, ça veut dire. Il se trouve que moi, j'ai eu un intérêt personnel et pour toutes sortes de raisons aux affaires russes et aux affaires d'Europe de l'Est.
mais les gens ne la connaissent pas. Il y a un discours américain qu'ils trouvent très antipathique et européen, et un discours russe qui leur semble plausible parce qu'il correspond à leur vécu à eux, c'est-à-dire ingérence occidentale, agressivité occidentale, dessein belliqueux de l'OTAN. Tout ça, je dirais, ring the bell en anglais. Ça dit quelque chose. Impossible de leur dire qu'on ne traite pas la Russie, parce que sinon on va vous dire que vous êtes raciste, qu'on ne traite pas la Russie comme on traite le tiers-monde, et que tout ce qu'ils racontent est faux. Il y a la fascination ancienne pour... Si vous voulez, Poutine a réussi à faire croire à la fois qu'il est une très très grande puissance et qu'il est un pays du tiers-monde. Pas qu'il est un pays du tiers-monde au sens du mot, mais il a le même vécu par rapport aux occidentaux que le tiers-monde. C'est un tour de force dont je ne peux que saluer. Mais on ne peut pas cacher que la Russie, c'est une puissance internationale. C'est la troisième force nucléaire mondiale. Vous parlez de la Russie ou de la... Vous évoquez maintenant la Russie ou l'Égypte? Non, je dis la Russie. Il a réussi l'exploit extraordinaire de dire « je suis une très grande puissance », c'est-à-dire que c'est entré dans la tête des gens, et une des meilleures armées du monde. Je ne vous dis pas que c'est faux. Et je suis... ça, je le crois. Ce que je ne crois pas, c'est le discours « et je suis un pauvre pays du tiers-monde et je suis maltraité comme le tiers-monde l'est ». C'est un discours qui marche, mais qui est faux. Ce n'est pas la partie « je suis une grande puissance » que je conteste, je ne suis pas dans le discours ce que je conteste, c'est « je suis un pays de tiers-monde et je comprends le tiers-monde parce que je souffre comme eux ». C'est légitime d'exercer un peu de victimologie internationale comme tout le monde. Hein, comme d'accord, mais là, l'argument, sauf qu'il n'est pas légitime d'agresser les autres pays. Et c'est une puissance, historiquement parlant, la Russie est une puissance agressive et agresseur. Oui, lorsqu'on voit les Américains, ils ont détruit l'Irak, ils ont détruit l'Afghanistan, ils ont détruit... on est tout à fait d'accord, c'est que le discours humaniste ne peut pas passer dans cette région, vu le passé colonial, vu la guerre d'Algérie, vu l'invasion de l'Irak, vu, on est d'accord. Oui. Mais, encore une fois, autant je comprends et je la partage. Vous savez, dans le centre français, j'en ai gardé un mauvais souvenir, et un très mauvais souvenir. Et donc, je ne veux pas entrer dans le détail, ça ne regarde personne, et puis c'est passé. Mais ce que je veux dire, je ne vais pas me faire croire. Je vois de quoi on parle. Ce que je conteste, c'est que Poutine puisse... c'est l'idée que Poutine a été traité de la même manière. Oui. Ou que, comment vous dire, que ces agressions permanentes contre l'Europe de l'Est sont des réactions de défense. Oui. C'est ça, après que les Russes se sentent insécures, qu'ils se sentent détestés, tout ce que vous voulez, on peut en parler. Mais donc, il y a ce côté, j'ai le même vécu que le tiers-monde. Et ça marche. Moi, je pense que c'est faux, mais ça marche. Et c'est pas, je ne suis pas en train de dire que les Occidentaux ont été gentils avec nous. Je suis en train de contester la victimologie de Poutine. Poutine a réussi aussi à satisfaire plusieurs pulsions que j'appellerais la pulsion d'admiration pour Kaiser Soze, usual suspect, le méchant absolu qui n'a aucune limite dans le mal, et ça fascine un homme d'État qui n'a aucune limite quand il s'agit de défendre les intérêts de son pays, une volonté de puissance extraordinaire. Bon, il est plus vulgaire que Kaiser Soze. Dans Usual Suspect, c'est Kevin Spacey. Et il a réussi aussi à être l'aura de George Smiley. Alors, George Smiley, c'est donc le héros de Jean Le Carré. Pour aller vite, personne ne sait dans le monde arabe qui est George Smiley, je pense, enfin, j'en sais rien. J'exagère, mais ce que je veux dire, c'est il y a eu dans toutes les années 80, peut-être dans les années 90, tous les feuilletons de télé égyptiens qui sévissaient partout dans le monde arabe, c'était des feuilletons du genre Ra'fat el-Haggan, ou mais à la gloire des services secrets égyptiens, comment ils avaient roulé les Israéliens. Et il y a cette aura, alors les think tankers ne partagent pas, puisque nous traitons avec l'appareil d'État qui a beaucoup de qualités, mais ce sont des êtres humains, mais il y a cette aura que l'homme des Mukhabarat ne dort pas, qu'il veille sur la sécurité du pays,
qu'il n'est pas dupe des discours soi-disant humanistes, qu'il a une conception ferme et à laquelle il adhère de la sécurité nationale et qu'il voit les secrets. Une des raisons pour lesquelles la théorie du complot marche, c'est que c'est des pays où les choses ne se disent pas. Dans toutes les relations sociales, pas seulement, vous dites ce qu'on attend de ce qu'on dise, que vous disiez. On ne dit pas ce qu'on pense. C'est-à-dire, par exemple, je ne peux jamais, je ne suis pas en train, je ne vais pas parler de moi, on va croire que je me plains, mais un garçon ne dira jamais à une fille vice-versa ce qu'il pense. Il dira ce qu'il pense qu'elle attend, ce que les devoirs sociaux attendent. Donc, ça favorise l'imaginaire du complot. Toujours est-il donc qu'il y a une glorification du métier professionnel du renseignement, une mythologie, on ne veille pas, on est patriote, on sait ce qui est caché, on sait manier le secret, on sait quoi dire, quoi ne pas dire, on comprend la scène internationale. Tout ça, il faudrait le relativiser dans le réel, mais c'est un discours. Et donc, Poutine, qui vient du monde de renseignement, mais qui vient aussi du monde du crime organisé. Ça, le crime organisé, les gens ne savent pas et c'est trop tard. Maintenant, vous le direz, ce que vous voulez pour les Américains, c'est un type qui vient du monde du renseignement. Et en plus d'un des plus grands services de renseignement de l'histoire, le KGB. Donc forcément, il est lucide, forcément, il comprend. Et en plus, il est anti-occidental, donc il est génial. Oui. Il y a cela. Oui. Il y a l'imaginaire. Oui, oui, Il y a oui. l'imaginaire. Oui, allez-y. Il nous reste 5 minutes pour terminer, pour clôturer. Mais dans l'ensemble, j'ai presque fini. Enfin, j'ai dit ce que je voulais dire. Il y a évidemment, comment dire, je parlais de ce côté service de renseignement, cette mythologie. Il y a le côté qui est une demande culturelle très forte, même si elle est discutable, El Moustabed del Adel, le tyran juste, Oui. l'homme qui a les pleins pouvoirs. Il y a une demande d'un pouvoir absolu qui serait juste, qui ne frapperait que les méchants, qui ne tolérerait pas les médiations, mais qui comprendrait. Gamal Abdel Nasser, quoi, à part que, évidemment, pour les islamistes, ce n'est pas l'homme juste. Pour le reste de la population, c'est l'homme juste. Oui, Jamal Abdel Nasser, Hawari Boumedine, etc. Voilà, ce profil. Les derniers incidents, comment vous voyez les incidents de Wegener, cette révolte de Bokshin, le directeur, est-ce que c'est une pièce de théâtre? Comment vous voyez? Ah, mais alors là, c'est moi, ce n'est pas. Je vais vous demander au type qui travaille sur les affaires européennes. Ce n'est pas forcément l'establishment. Je ne sais pas quelle. Alors, je peux vous dire qu'elle a entraîné, puis je vais vous donner le répondre. Elle a entraîné une prise de conscience que c'est un peu que ça n'est pas très bien en Russie, que ce n'est pas un pays organisé, mobilisé, etc., qui a un problème. L'effet sur les pro-Poutine a été assez désastreux, ce qui est une bonne chose pour moi. Pour moi, l'affaire est la suivante, étant entendu qu'il y a beaucoup de zones d'ombre. Prigogine a joué un rôle essentiel dans la guerre en Ukraine. Rôle qui lui a coûté énormément d'argent et énormément d'hommes. Et c'est un brigand, tout ce que on veut, un brigand, un mafieux, mais c'est un mafieux. Au sens, il punit très sévèrement ses hommes, mais il s'occupe d'eux. Il est très dur avec eux, mais il est généreux avec eux. Et au lieu d'avoir une consécration, une montée en puissance, il y a eu un effort de l'encadrer ou en arabe on dirait c'est très chaud, de l'éplumer, de l'encadrer, mais au sens très restrictif du mot, de l'enchaîner. Et avec beaucoup de problèmes financiers. Et on l'a emmerdé au niveau approvisionnant d'armes. Et pendant assez longtemps, je pense que Poutine, ça l'a arrangé que tout le monde se dispute autour de lui, mais il s'est allé trop loin et il a fallu qu'il choisisse, et il a choisi l'institution militaire. Et Prigogine l'a très mal pris, et donc il y a une dimension
surenchère pour sauver sa peau, pour sauver les milices, pour sauver ses hommes, pour demander de l'argent, parce que l'affaire lui a énormément coûté d'argent. Ça, c'est le côté, je dirais, bas, ou bas, j'aime pas le mot, mais le côté matériel de l'affaire. Il y a un problème un peu plus compliqué, 2 ou 3 problèmes plus compliqués, qui est que Prigogine, quelque part, est devenu Abu Zayd el-Hilali ou Robin Hood. C'est le type, dans l'atmosphère russe, c'est le type qui dit la vérité, qui dit où en sont les choses. Sa vérité et tout, mais un langage de charretier ou de voyou, mais c'est le langage vrai, alors que le langage de la propagande officielle n'est plus. Il a réussi à tenir un discours qui rend à peu près contents ceux qui sont pour la guerre, les ultranationalistes qui pensent qu'elle est mal gérée, et un discours, dites avec moi, qui plaît aussi à ceux qui sont contre la guerre. Il a réussi cet exploit. Et ce que je ne sais pas, pour aller très vite, c'est est-ce que ce qu'on a vu, c'est un épisode Prigogine contre l'État et le régime russe, ou Prigogine allié de certaines factions de l'appareil russe qui voulaient la tête de Shoigu, de Gerasimov ou d'autres personnes. C'est vraiment un méga empire de trolls. Je ne sais pas si Poutine lui a pardonné ou pas, parce qu'il l'a quand même humilié. Je ne sais pas s'il a les moyens, au cas où il ne lui est pas pardonné, de se venger ou pas. Je ne sais pas comment ils ont défini, s'ils ont défini le futur de la coopération entre l'État russe et Wagner. Quelqu'un sur LCI a avancé une hypothèse qui me semble très improbable, mais qui n'est pas à exclure. On est dans un monde très bizarre. Que maintenant, il va avoir la nationalité biélorusse et Wagner va être une compagnie biélorusse qui continuera à travailler avec le Kremlin, mais qui sera hors loi russe puisqu'il est biélorusse. C'est une hypothèse qui me semble improbable vu la manière dont il a humilié le régime. J'ai un collègue qui ne connaît pas très bien les affaires russes, mais qui connaît bien les affaires militaires en général, qui se demande si qui pense tout ce que j'ai dit, que Prigogine a effectivement eu l'impression, justifiée ou pas, que Poutine ne savait pas quel était son point de vue, qu'il n'écoutait que les appareils, que son point de vue ne parvenait pas aux oreilles de Poutine. Et donc, il a obligé Poutine à l'entendre, même si probablement les choses ont trop dérapé. Alors, il pense que ça rentrera dans l'ordre. Est-ce que Poutine est plus fort? Moi, j'ai des doutes, mais il y a des gens qui pensent qu'il est plus fort, c'est-à-dire qu'il s'est débarrassé de Prigogine ou qu'il l'a neutralisé. Est-ce que Poutine est plus faible? Est-ce que Wagner est une organisation en sursis ou est-ce qu'elle va vivre? Je ne sais pas. Mais je pense que le départ vient d'un conflit Wagner-Ministère de la Défense qui a dérapé, je ne vous apprends rien. Pourquoi l'armée n'est pas intervenue? Alors là, vous avez toutes sortes d'explications, complot évidemment, encore un, et vous avez l'explication que Prigogine a une énorme audience chez les jeunes officiers, et que soit on a eu peur de leur donner des ordres qu'ils ne suivraient pas, soit on leur a donné des ordres et ils ne l'ont pas suivi. Il n'y a pas eu d'intervention militaire. Alors vous pouvez imaginer qu'il y avait des complicités dans l'appareil, je ne sais pas à l'heure actuelle. Probablement que mes patrons le savent, mais je ne leur ai pas parlé encore. Merci infiniment. Docteur Tawfiq Aklimandos, directeur du département études européennes au Centre égyptien d'études stratégiques, ça a été un grand plaisir de vous recevoir. Merci infiniment pour votre exposé riche, méthodique. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Vous avez été très tolérant. J'ai profité au maximum. Et moi, j'ai profité de vos questions. Je vous remercie énormément. J'espère que je ne vous ai pas trop déçu. Merci Parce beaucoup. Que, finalement, je ne parle que de l'Égypte et de l'Arabie et des Émirats. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine rencontre, j'espère en présentiel. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci. Au revoir.